Bonjour, bienvenue. Nous continuons notre cycle concernant l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones. Et aujourd'hui, nous allons recevoir des spécialistes, tous trois de la startup Equimetrix, qui vont nous parler des GANs et de leurs applications. Émilie Ranou, qui est senior manager, qui est diplômée de l'ENSAE. Elle a une belle expérience d'encadrement de data scientists et de conseil aux entreprises. Et elle est bien au fait des besoins des actuaires. Nicolas Chénaud, qui est lead data scientist, qui est docteur en maths appliquées, qui s'intéresse particulièrement au aspect de reconnaissance d'action dans la vidéo. Ça a été son sujet de thèse. Et il est titulaire d'un master de l'ENS Cachan, qui s'appelle MEVA, qui était également des maths sur la visio et l'apprentissage. Donc, il est à la pointe de la technique. Et Théo Alves da Costa, qui est un manager de data scientist. Et également Alexis qui interviendra. Donc, ils vont nous expliquer comment la création des contenus a été bouleversée par les réseaux neuraux et aussi une utilisation qui est précieuse pour les actuaires, c'est comment on peut compléter certains datasets, excusez-moi, avec les GAN. Et comment on peut le faire et quelles en sont les limites. Donc, vous savez que vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. Il y aura une qui est à droite. Vous pourrez poser des questions et on répondra, les participants y répondront à la fin, et notamment, je pense qu'Alexis coordonnera toutes ces réponses. Et il est temps de leur passer la parole, et merci à eux et merci à Equimetrix de venir nous éclairer sur ce sujet passionnant. Merci Florence. Donc, effectivement, nous, on est ravis de présenter ce webinaire sur les GAN et les différentes applications. Donc, c'est un sujet sur lequel Equimetrix, on travaille depuis quelques temps. Je nous présente donc rapidement. Donc, Théo, Nicolas, Alexis, moi-même, nous sommes consultants chez Equimetrix. Alors, Equimetrix, c'est quoi? C'est une entreprise de conseil et solutions data science qui existe depuis 2006. Donc, leader en data science, composé de environ 240 consultants. Et on a eu plus de 2000 projets. On est présent à Paris, Londres et New York. Et en fait, on encourage vraiment nos consultants à travailler sur des sujets de recherche pour être toujours à la pointe sur les nouveaux modèles utilisés. Et pour nous, c'est essentiel dans des domaines comme la data science où les choses évoluent très vite. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a regardé plus précisément les GAN. Alors, les GAN, c'est quoi? Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, donc les GAN, c'est pour Generative Adversarial Networks. Et donc, je vais introduire quelques terminologies que la plupart d'entre vous doivent connaître, mais qui sont importantes pour s'assurer qu'on est bien au courant de quoi on parle. Parce qu'on parle beaucoup de deep learning, de machine learning et d'intelligence artificielle, mais derrière ces mots, qu'est-ce qu'on entend? Donc, déjà, je vais commencer avec le machine learning. Donc, le machine learning, c'est vraiment des techniques d'automatisation de l'apprentissage des ordinateurs sur des données. Donc, c'est ce qu'on appelle autrement vraiment l'intelligence artificielle. Les réseaux de neurones, donc les réseaux de neurones, neural networks en anglais évidemment, c'est des algorithmes de machine learning qui s'inspirent précisément ici de la transmission d'informations dans les synapses. Et donc, par exemple, là, sur l'image que je vous ai mis en haut à droite, donc vous avez une couche de neurones qui est représentée de manière verticale. Et donc, par exemple, je prends un exemple très simple où, en fait, quelqu'un visualise un chien, par exemple un labrador, et veut savoir est-ce que c'est le chien de ma mère ou pas. Voilà, je vais prendre un exemple personnel. Donc, on va se dire, la première couche, elle va correspondre à la visualisation de cette image. Donc, c'est un labrador. La deuxième couche, elle va essayer de conceptualiser ce qu'il y a derrière. Donc, c'est un chien, c'est pas un golden retriever, etc. Et à la fin, l'output layer, donc la conclusion, est-ce que c'est le chien de ma mère ou pas? Voilà, donc exemple très simple, mais je pense que c'est important aussi de démystifier un peu tout ce qu'il y a derrière ça.
En fait, donc ici, chaque cercle correspond à un neurone et le machine learning va consister à coder et à bien choisir les fonctions qui vont passer d'un neurone à l'autre. Et on apprend ces fonctions-là en apprenant sur des datas existantes. Donc, c'est comme ça qu'on entraîne les modèles. Donc là, c'est un exemple très simple de neural network. Maintenant, ce qu'on appelle les deep neural network, là aussi, en fait, c'est juste un neural network, mais avec des couches de neurones plus profondes. Et ça, ce sont des réseaux qui permettent plus de conceptualisation, donc une sophistication un peu plus importante des algorithmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le deep learning? Le deep learning, donc, ou apprentissage profond en français, c'est des méthodes de machine learning qui apprennent sur des réseaux de neurones profonds. Voilà, tout simplement, entre guillemets. Les GAN, ce sont des algorithmes de génération de contenu qui sont un sous-ensemble des algorithmes de deep learning. Donc, ce sont des algorithmes de deep learning. Voilà, donc ces algorithmes de deep learning, de génération de contenu, tels que les GAN, ils ont énormément d'applications. Des applications, donc par exemple, transformer un dessin comme une image, comme une photo réaliste, transformer un texte en un autre texte, mais aussi on peut transformer une image en texte, un texte en image, plein d'applications qu'on verra par la suite. Plus spécifiquement pour l'assurance, on pense que ça peut être intéressant pour vous d'être au fait de ces nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà dans un premier temps, les GAN en fait, sont utilisés pour créer des faux contenus et donc il va y avoir de plus en plus d'arnaques liées, faites à l'aide de GAN, donc en cybersécurité par exemple. Donc ça peut être intéressant de voir, nous on serait intéressés pour voir par exemple si le pricing de produits de cybersécurité change parce que le risque d'usurpation augmente, par exemple. Donc, on pense que les GAN peuvent aider à identifier aussi s'il y a de la fraude ou pas. Donc, ça peut être intéressant. Il y a tous ces sujets aussi d'assistants intelligents, donc les chatbots pour améliorer l'expérience utilisateur, qui vont être des choses peut-être plus intéressantes dans le domaine bancaire, retail, mais aussi assurance pour pouvoir répondre de manière très rapide et personnalisée à des clients qui demandent, qui ont besoin d'un service. Donc ça, on voit beaucoup d'applications dans ce domaine-là. Et un sujet que Florence a mentionné tout au début de la présentation, c'est l'augmentation des datasets. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est vraiment intéressant comme champ d'application des GAN. C'est en fait quand il n'y a pas assez de données, ça arrive beaucoup dans le domaine médical où les GAN sont de plus en plus utilisés, mais aussi donc, dans ces domaines de l'assurance, on commence à avoir quelques applications. Donc, si jamais il manque des données pour pricer certains produits, par exemple, pandémie, bon, ça c'est très compliqué à pricer, mais des risques de cybersécurité ou d'autres risques sur lesquels on n'a pas assez de données pour avoir un pricing fiable, les GAN permettent d'augmenter les datasets, donc d'enrichir ces données en créant des datas réalistes qui permettent d'améliorer d'autres. Je suis sûre que dans les prochains mois, on en verra encore d'autres apparaître. Et c'est ce qu'on souhaitait vous mettre en avant. Donc là, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous donner plus de détails sur la partie technique des GAN. Donc, comment fonctionne-t-il? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Ensuite, je reprendrai la parole pour vous montrer différentes applications des GAN. Et certaines, vous verrez, sont surprenantes de véracité. Et enfin, parce que ça nous paraît essentiel de protéger la population de certains effets des GAN et donc d'éduquer un peu, d'utiliser ces webinaires de manière pédagogique pour éduquer, on montrera comment, vous donnera quelques indices sur comment identifier un contenu qui est généré par un algorithme tel que les GAN, notamment sur des images. Voilà, donc là, je laisse la parole à Nicolas.
Merci Émilie pour cette introduction. Donc, je vais effectivement parler de quelques aspects techniques des GAN et de comment un GAN se structure pour justement générer des images. Donc pour revenir très brièvement sur ce qu'a dit Émilie sur le deep learning, c'est effectivement des techniques qui permettent à partir d'une image, donc là on voit sur l'image un symbole qui est le chiffre 1. Ce chiffre 1 va passer à travers différentes couches de neurones. Là, on en a par exemple 2, et à la fin, on a une couche finale qui nous permet de savoir quel est le chiffre qui est contenu dans l'image. Donc là, on a 10 neurones finaux et on voit que c'est le neurone 1 qui est activé, et donc on en déduit que dans l'image, c'est le chiffre 1 qui est affiché. Les réseaux de neurones ont une propriété très intéressante que l'on peut résumer ainsi par le théorème d'approximation universelle qui dit que un réseau de neurones, si l'on lui donne au moins une couche cachée contenant une fonction aussi de non-linéarité, ça peut approximer n'importe quelle fonction continue. Donc cela veut dire que l'on peut, grâce à un réseau de neurones, modéliser toutes les fonctions continues que l'on veut. Et ça, c'est une propriété très intéressante pour nous parce que cela veut dire que pour un problème donné, on peut trouver une configuration de réseau qui permette de modéliser de manière optimale ce que l'on souhaite produire. Alors le principe général d'un GAN, c'est d'avoir deux parties, deux réseaux, donc une partie qui s'appelle le générateur et une autre partie qui s'appelle le discriminateur. Et ce que fait le générateur, on peut le voir comme une sorte de faussaire, c'est-à-dire qu'il va prendre en entrée un bruit gaussien par exemple, ce que l'on veut, et il va essayer à partir de cela de générer l'image la plus réaliste possible. Donc il fait office de faussaire, comme quelqu'un qui essaierait de reproduire avec le plus de précision possible le tableau d'un maître. Le discriminateur, lui, va plutôt jouer le rôle du détective, c'est-à-dire qu'on va lui donner en entrée des visages générés. On va lui donner aussi en entrée des visages réels, donc qui sont des photos que l'on peut trouver par exemple sur Internet ou dans une base de données classique. Et il va devoir se dire quelles sont les images qui sont réelles et quelles sont les images qui ont été générées. Et en fait, les deux réseaux vont rentrer en compétition l'un l'autre, c'est-à-dire que le discriminateur va essayer d'être le plus performant possible pour discriminer les images réelles des images simulées par le générateur, et le générateur, lui, va essayer de générer des images de plus en plus réalistes. Et donc, c'est cette compétition entre les deux réseaux qui va permettre à la fin de prendre le générateur, de lui introduire un bruit quelconque et de pouvoir après générer un visage de manière aléatoire. Alors les GAN se basent en partie sur ce qu'on appelle la méthode de transformation inverse. Et le but, c'est vraiment de représenter une variable aléatoire complexe. Alors, par exemple, une variable aléatoire complexe, dans notre cas, c'est la génération d'images réalistes à partir d'une variable aléatoire que l'on sait générer, par exemple un bruit random classique, et à laquelle donc on va pouvoir appliquer une fonction. Voilà. La fonction de distribution cumulative, c'est une fonction de distribution qui détermine entièrement une loi de distribution. Donc, par exemple, pour une variable aléatoire uniforme, la fonction de distribution cumulative, c'est donc la probabilité que notre tirage soit inférieur à une valeur, et c'est égal à U, puisque si l'on suppose que la variable aléatoire est uniforme, ça nous donne cette fonction-là. Et si l'on cherche à modéliser donc la variable aléatoire grand X et que l'on pose donc Y qui est égal à la fonction de distribution cumulative inverse de U, donc une fonction qui est continue et que l'on pourra essayer de générer grâce à un réseau de neurones, car on a vu avec le théorème d'approximation universelle que c'est possible. On peut
déduire très simplement que la fonction de distribution cumulative en suivant la loi y de y, c'est égal à la fonction de distribution cumulative de grand X de y. Et donc, on va pouvoir modéliser grâce à ça la fonction de distribution cumulative grand X et donc de pouvoir modéliser la variable aléatoire des images naturelles dans notre espace d'arrivée. Et là, dans le graphe, c'est ce qu'on voit, c'est que justement, on part du bleu qui est une fonction de une variable aléatoire uniforme, et l'on peut, grâce à une transposition, essayer de modéliser la fonction de la variable aléatoire qui est modélisée ici par le graphe orange. Donc, si l'on se rappelle, il y a deux parties dans les GAN, une partie dite générative et une partie dite adversarielle. La partie générative, elle a pour but de générer les images les plus réalistes possibles. Donc, elle prend en entrée une variable random qu'on va pouvoir tirer d'une distribution quelconque, par exemple une distribution uniforme. Ça sera l'entrée de notre réseau génératif. Et le réseau génératif, à la fin, va nous sortir une autre variable aléatoire, mais qui cette fois-ci suit la distribution des images naturelles. Et donc à partir d'un bruit, on va pouvoir générer ici, on va dire que c'est un animal à deux pattes ou à quatre pattes qu'on a pu générer grâce justement à ce réseau génératif et au fait que les variables aléatoires sont liées par la slide, parce qu'on en a vu dans la slide précédente. La partie adversarielle apprend en entrée donc des images naturelles, donc des images qui sont réelles, qui sont par exemple tirées d'une base de données, et elle va aussi prendre en entrée des images qui ont été générées par notre réseau génératif. Et donc on a là ce qui est marqué ce qui est modélisé en bleu, qui est la vraie distribution des images naturelles. Donc des images naturelles, on suppose qu'elles généralement suivent une variété dans l'espace des images, enfin dans l'espace en tout cas de dimensions qui sont les dimensions de l'image. Et la distribution que l'on a générée, donc on voit qu'elle suit une autre distribution. Donc c'est la distribution orange. Le but d'un réseau génératif, ça va être de matcher sa distribution à la distribution réelle des images. Donc que les points orange se confondent le mieux possible aux points bleus. Le réseau discriminatif, lui, il a le rôle, on va dire, inverse, c'est-à-dire qu'il va essayer de tracer une frontière entre les points bleus et les points orange afin de discriminer au mieux possible quelles sont les images qui ont été tirées du réseau génératif et quelles sont les images qui ont été tirées de la vraie base de données. Et donc les deux réseaux vont rentrer en compétition. Et comment cette compétition s'effectue? Elle s'effectue par une loss qui est donc écrite sur la slide, qui est donc l'erreur que va pouvoir faire le réseau discriminatif. Et donc on voit par exemple que si l'on suit l'équation d'erreur, si dx est égal à 1, on va supposer que le discriminateur va dire ok, dx est égal à 1 pour cette image-là, donc cette image x est une image réelle. Et donc si l'on voit le premier terme, 1 moins dx, ça veut dire que l'espérance de x sachant la vraie distribution, ça veut dire que là l'erreur sera égale à 0. Donc la fonction de coût sera nulle pour ce terme-là. Inversement, si on regarde d de g de z, donc on a notre z qui suit la distribution, une distribution qu'on aura préalablement déterminée, qui rentre dans le générateur et qui rentre après dans le discriminateur. Et là, si on a d de g de z est égal à 0, ben, ça veut dire que le discriminateur pense que l'image est une image fausse, ce qui est vrai puisqu'elle est tirée en fait du générateur. Et ça, c'est cette fonction de coût qui va nous permettre d'entraîner à la fois le réseau discriminatif et à la fois le réseau génératif. Et comment on l'entraîne? En faisant le max de min de cette espérance-là de G de D. Donc le discriminateur va chercher à minimiser cette erreur et le générateur, lui, forcément, va essayer de la maximiser. Maximiser l'erreur étant, pour ce cas-là, essayer de duper le plus possible le discriminateur dans ses choix.
L'une des applications que l'on peut voir pour le GAN, c'est une augmentation de base de données non équilibrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire augmenter une base de données? Par exemple, sur les images à gauche, on a donc une base de données avec X classes qui présente 4 exemples. Et on va essayer de produire d'autres exemples pour augmenter la base de données afin d'avoir une base de données plus riche et éventuellement une base de données plus diversifiée. Ça peut servir, par exemple, pour une base de données où on a très peu d'exemples qu'on va dire positifs, c'est-à-dire on cherche à détecter les spams. Donc, par exemple, si on voit à droite qu'on a sur la base de données qui est tirée d'un papier 70 samples de spam contre 19 700 samples qui ne sont pas des spams, qui sont donc des mails, on va dire, classiques ou des mails qui ne rentrent pas dans la catégorie. Et bien, grâce à une base de données, on va pouvoir rééquilibrer ça et essayer de générer 19 700 spams, enfin 19 700 moins 70 spams, afin d'avoir une base de données équilibrée qui va nous permettre après de faire tourner des algorithmes de machine learning un peu plus classiques comme par exemple un SVM ou des arbres hiérarchiques. Donc c'est l'un des intérêts potentiels d'un GAN, c'est de pouvoir justement corriger ou en tout cas augmenter certaines bases de données qui peuvent être non équilibrées ou un peu biaisées. Super, merci Nicolas. C'était super intéressant. Donc là, maintenant, pour un peu de culture, je souhaitais vous présenter un historique des algorithmes de génération de contenu. Donc, en fait, ils sont quand même très récents parce qu'ils ont été créés donc les GAN ont été créés en 2014 par un chercheur nommé Ian Goodfellow. C'est un chercheur qui a passé des années chez Google Brain et qui depuis récemment travaille maintenant chez Apple. Et il a inventé les GAN donc à l'âge de 34 ans. Depuis 2014, depuis son invention, donc Yann Lequin, que vous connaissez peut-être, qui est le directeur de la recherche chez Facebook, ce qui est un Français, selon lui, les GAN, c'est l'idée la plus cool du deep learning. Alors pourquoi c'est l'idée la plus cool? C'est parce qu'on voit vraiment des applications dans des domaines très variés. Et là, donc, je vous mets un petit historique. Donc déjà, en 2016, on a une entreprise qui s'appelle FaceApp. Donc c'est une entreprise russe qui a un peu qui a créé une app qui est devenue virale, qui permettait de changer une photo. Donc de manière assez simple, en fait, juste il rajoutait des lunettes, assez ludique. Donc il rajoute des lunettes, il change la couleur des cheveux. Là, je vous ai mis un exemple d'un tableau qui font sourire. Donc bon, c'est sûr que c'est ludique. Mais ça permet de transformer n'importe quel visage, l'expression de n'importe quel visage. Donc, ça peut aussi être utilisé de manière assez néfaste, comme on le verra par la suite. En 2017, il y a une grande avancée dans le domaine du son. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va plus vous intéresser côté actuariat. Donc là, c'est une application qui s'appelle Lyrebird, application canadienne. Elle permet de générer un discours à l'aide d'un enregistrement de voix. Et en fait, ce qui montre, c'est que vraiment, il peut suffire de 1 minute d'enregistrement d'une voix pour générer un discours entier totalement réaliste. Et ça, c'est des choses qui sont utilisées malheureusement pour des arnaques à la voix. Donc, on a eu un exemple l'année dernière d'une personne qui s'est fait arnaquer. Quelqu'un a appelé en imitant sa voix pour demander un virement sur un compte bancaire et il s'est fait extorquer 200 000 euros. Donc ça, maintenant, c'est des outils qui sont à la portée de chacun et contre lesquels il faut se protéger. Exemple intéressant, donc en 2018, avec Barack Obama et 1 an plus tard, Mark Zuckerberg, ça c'est des exemples de vidéos de deepfake, où ils sont mis en scène dans des fausses vidéos. C'est des vidéos, je vous montrerai celle de Barack Obama tout à l'heure. Côté vidéo, on voit en 2019 donc, une application qui s'appelle Zao,
Et ça, c'est une application chinoise qui permet de remplacer un visage sur n'importe quelle vidéo. Donc, tout un chacun, quand vraiment, vous pouvez le faire. C'est très facile à faire. Il suffit d'une photo, de la photo de quelqu'un et d'une vidéo d'un film qu'on aime bien, et on peut mettre le visage de cette personne sur la vidéo, et la vidéo a l'air totalement réaliste. Donc intéressant, mais aussi un peu dangereux. Donc là, pour le domaine des images, là, je vous ai montré la progression qui est impressionnante depuis 2014, parce qu'en fait, ces algorithmes-là sont aussi puissants aujourd'hui, parce qu'il y a les ordinateurs ont des capacités de plus en plus importantes. Donc là, on voit à quel point on est capable d'avoir une résolution qui est très forte, des images très réalistes avec des détails sur les visages qui vont de manière très fine représenter les rides, les cheveux, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Là, autre exemple avec un paysage, donc un dessin fait à l'ordinateur de manière assez rapide, qui est transformé en photo réaliste, avec un algorithme ici de NVIDIA. Donc là, il y a un petit clin d'œil du nom de l'algorithme. Donc NVIDIA a appelé cet algorithme Gauguin en hommage au peintre Gauguin. L'idée, c'est de montrer que vraiment, il y a de la création, un côté créatif aussi dans ces technologies. Et ça, cet algorithme-là, il est utilisé pour générer des décors de jeux vidéo très réalistes. À droite, là, vous voyez des images. Donc, tous ces photos que vous voyez là, qui sont tous postées sur un site qui s'appelle thispersondoesnotexist.com, ce sont uniquement des photos qui ont été générées par des GAN. Et donc là, en fait, ça, c'est un ingénieur de Uber qui a fait ce site-là, thispersondoesnotexist.com. Il a fait ça pour être pédagogue, pour montrer justement, pour éduquer la population au potentiel danger de l'IA. Alors, ces GAN peuvent avoir des exemples intéressants pour différents business. Je vais passer assez rapidement ici parce que c'est pas forcément le truc le plus pertinent pour les acteurs, mais rapidement. Donc à gauche ici, là, vous avez une expérience de client augmentée qui permet de tester virtuellement du maquillage. Au centre, quelque chose qui peut être intéressant côté marketing, c'est de pouvoir générer des photos de mannequins dans des poses différentes. Donc, en fait, là, en entrée de l'algorithme, vous avez la première et la deuxième colonne. Donc, la première, c'est une vraie photo. La deuxième, c'est des points qui représentent la pose que l'on souhaite avoir dans l'image générée. La troisième colonne, c'est la vraie image, la réalité. Et la quatrième colonne, c'est ce qu'a réussi à prédire l'algorithme. Donc là, on voit que l'algorithme n'est pas très loin de la réalité. Donc, il ne détecte pas tout. Donc, forcément, il n'a pas détecté le haut blanc. C'est un exemple qu'on aime bien montrer, qui ne détecte pas le haut blanc, mais quand même des photos très réalistes, et donc qui peuvent vraiment disrupter le domaine du marketing, et plus spécifiquement ici de la photographie dans le luxe, dans le retail. Voilà. Et troisième exemple à droite, c'est du design de produit. Donc là, vous voyez une robe qui a été entièrement designée par un GAN et qui a été commercialisée récemment. Et un autre exemple qui est vraiment tout récent, qui date de la semaine dernière, je pense, c'est le collectif français Obvious, qui est un collectif artistique, a créé une chaussure pour Nike, également en utilisant un GAN. Et la chaussure est déjà en rupture de stock. Donc, on voit quelques applications dans des domaines de business. On a aussi des applications dans le domaine artistique, entre guillemets. Donc par exemple, des générations de tableaux, de pseudo-tableaux à l'aide d'une photo. Vous pouvez transformer, quand vous avez un filtre qui vous permet de transformer une photo en style Gauguin, Van Gogh, etc. En fait, derrière, ce sont des GAN qui sont utilisés dans la plupart des cas. Donc, vraiment, le machine learning a toujours été un peu critiqué en disant, en fait, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de vraie intelligence derrière, il n'y a pas de création, c'est uniquement de l'apprentissage.
Là, les GAN, au contraire, c'est les premiers algorithmes où on voit qu'il y a vraiment un côté créatif. Donc, ça, c'est quelque chose que le collectif français Obvious, dont je viens de vous parler pour la chaussure Nike, ils avaient bien compris. Je pense que c'est en 2018, ils ont fait ce tableau que vous voyez à droite, qui est le premier tableau vendu aux enchères qui a été généré par un algorithme. Donc ça, c'était vraiment une étape importante pour la génération des algorithmes de génération de contenu. C'est une œuvre qu'ils ont réussi à vendre quand même plus de 400 000 $ aux enchères, donc un montant assez significatif. Donc pour la petite histoire, ils ont appelé cette œuvre d'art le conte de Bellamy. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire un hommage à Ian Goodfellow. Donc Goodfellow, ils ont dit en fait good, ils ont fait belle, ils ont dit belle en français, et fellow, ils l'ont traduit en ami en français, et donc il y a un double clin d'œil à Bellamy au roman, mais aussi à Ian Goodfellow ici. Voilà, donc il y a toute une démarche artistique derrière. Donc c'est pas uniquement l'algorithme qui est utilisé pour cette œuvre d'art, mais principalement. Donc ce qu'ils ont fait juste, c'est entraîner leur algorithme sur différents tableaux pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Après, ils l'ont imprimé, ils ont rajouté une signature qui est en fait une signature d'une formule mathématique, donc similaire à la formule de Loss que Nicolas vous a montré, et ils l'ont encadré. Et ils l'ont vendu, et donc après, évidemment, il y a énormément de débats autour de, en fait, à qui appartient vraiment cette œuvre? Est-ce que c'est au collectif? Est-ce que c'est plus à celui qui a codé l'algorithme? Parce que le collectif n'a pas du tout codé cet algorithme, c'est un algorithme qu'ils ont pris en open source. Donc là, il y a des problèmes légaux qui arrivent derrière, auxquels, pour le moment, la société n'est pas vraiment préparée. Alors, des résultats qui sont impressionnants, ça c'est un exemple que j'aime bien montrer avec, vous avez à gauche une danseuse de ballet, et à droite, deux personnes qui ne savent pas du tout danser. Et en fait, le GAN réussit à faire une vidéo totalement réaliste qui vont vous montrer, je vais vous montrer cette vidéo de ces deux personnes qui, tout d'un coup, réussissent à danser. Donc voilà, des exemples assez ludiques, intéressants et plutôt impressionnants. Et voilà. Donc là, maintenant, je voulais aussi vous parler des deepfakes. Je voulais passer à ce sujet des deepfakes, parce qu'en fait, les GAN sont aussi utilisés pour ce qu'on appelle des deepfakes. Donc, beaucoup d'entre vous doivent savoir, mais qu'est-ce qu'on appelle un deepfake? Donc, un deepfake, c'est un faux qui est généré par un algorithme de deep learning, tout simplement. Donc, par exemple, les GAN. Et en fait, il y a un gros risque de voir des deepfakes sur les plateformes de réseaux sociaux et en fait, manipuler la population. C'est vraiment au cœur, ça risque, je pense, d'être au cœur des débats là avec les élections américaines qui vont venir. Mais ça a déjà été un gros sujet récemment aux États-Unis. Donc là, je voulais vous montrer ces deux vidéos. En fait, c'est des vidéos là qui ont été faites par des artistes. Ils ont fait ça justement dans une démarche d'éduquer la population, de les sensibiliser aux dangers des deepfakes. Et donc la première, elle montre Barack Obama qui insulte Trump. En fait, c'est dedans, il dit juste, à la fin, il dit Trump is a complete dipshit. Et donc, évidemment, c'est une vidéo complètement fausse. Elle a été postée sur Internet. Elle a été complètement virale. Elle a été vue par 3 millions de personnes en 3 jours. Donc, ça montre à quel point ce genre de vidéo peut être dangereuse aussi, parce que les réseaux sociaux maintenant vont publier ça massivement.
et des gens qui ne sont pas préparés peuvent se faire manipuler. Un candidat peut être décrédibilisé et après, c'est très compliqué de changer de changer les faits une fois que le candidat est décrédibilisé. C'est beaucoup plus compliqué de dire bah non, en fait, c'était une fausse vidéo, etc. Donc voilà, donc il y a tout un sujet de régulation des plateformes qui arrive autour de ça, comment on pénalise les gens qui publient des fausses vidéos, pareil, qui est responsable, etc. Je ne vais pas m'attarder dessus, je vous montre juste je vous parle juste rapidement de la vidéo de Mark Zuckerberg qui lui, s'est fait prendre au piège aussi par cette vidéo qui a été postée sur Instagram, donc Instagram qui appartient à Facebook. Facebook a été fondé par Mark Zuckerberg, donc là, l'idée, c'était un peu de prendre Mark Zuckerberg à son propre piège. Parce que le contexte pour cette vidéo, c'était que il y avait eu une vidéo de Nancy Pelosi, donc démocrate américaine, rivale de Trump, de Donald Trump, qui avait été postée sur les réseaux sociaux où on montrait Nancy Pelosi ivre. La vidéo en fait avait été ralentie. Elle avait l'air complètement incohérente et ivre. Et Obama avait d'ailleurs, pas Obama, pardon, excusez-moi, Trump avait d'ailleurs commenté cette vidéo en disant bon, bah voilà, cette personne n'est pas du tout fiable, etc. Et il y avait eu beaucoup de pression sur Facebook pour retirer cette vidéo, et Facebook avait dit qu'ils ne voulaient pas retirer la vidéo parce qu'ils ne sont pas garants de la réalité des vidéos. Eux, ils prônent la liberté d'expression, etc. Donc, ils ne veulent pas être la police de ce qui est publié sur Facebook. Résultat, pour montrer que ça peut pénaliser tout le monde et aussi Mark Zuckerberg, des artistes ont créé une vidéo de Zuckerberg où Zuckerberg explique qu'il a bien compris tout l'intérêt de voler des données, les données des utilisateurs, et que tout ça, il le doit à une organisation appelée Spectre. Donc bon, évidemment, c'est pas crédible, c'est un petit peu comique, mais la vidéo est réaliste. Donc c'était une démarche intéressante de la part de ces artistes. Voilà, donc là, je voulais juste conclure avant la partie de Théo qui va vous montrer un peu comment détecter du fake, il y a des applications qui sont utiles pour la société, d'autres qui sont nocives, comme la cybercriminalité qui va malheureusement, on pense, devenir de plus en plus fréquente. Et je pense que bien sûr, bientôt, il va y avoir des nouvelles applications dans différents domaines qui vont arriver. Voilà, je laisse la place à Théo. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Et ça fait une transition parce que du coup, après, on va montrer toutes ces différentes techniques pour générer du contenu. On peut se poser la question de comment on peut détecter ce contenu. C'est important à la fois en tant que société, donc en tant qu'acteur, ça peut être, comme le disait Émilie au début, quelque chose qui peut être intéressant pour essayer de comprendre, avoir des processus de certification dans la science. Mais en même temps, c'est aussi intéressant d'un point de vue individu, au sens large, d'être capable de connaître que ces techniques existent et d'être capable de détecter si jamais on voit du faux contenu. Ce qui est important aussi à se rappeler, c'est que là, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça peut être complètement amené à changer dans les 6 mois à venir avec les avancées de la technologie. Donc, c'est une course qui est pas forcément évidente, mais en tout cas, là, on va déjà essayer de vous raconter ce qui aujourd'hui peut permettre de détecter du faux contenu. Il y a plusieurs points qui sont intéressants. Le premier, c'est sur quoi on va travailler aujourd'hui, on va vous faire un petit quiz, c'est l'éducation. C'est tout simplement comprendre, savoir que ça existe, comprendre comment ça fonctionne, comprendre les limites, pour pouvoir déjà, rien que visuellement, ou en tout cas en entendant ou en lisant du texte, se rendre compte de pourquoi ça peut être potentiellement du faux contenu. Ensuite, il y a une deuxième technique qui va être le fact-checking, basé principalement sur des humains. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se montent du fait de ces faux contenus qui apparaissent pour vérifier et retracer la véracité des informations. Leur travail est de plus en plus dur, plus ces algorithmes évoluent, mais en même temps, c'est aussi grâce à eux qui sont un peu les gardiens de certaines véracités sur de nombreux domaines, la presse en particulier.
Il y a ensuite des techniques de watermarking. Donc c'est quelque chose qui est assez connu, notamment dans l'audio ou aussi dans les photos. Quand on voit sur une photo apposer un tampon pour indiquer et certifier l'authenticité du contenu. Par exemple, si vous allez sur Internet et que vous cherchez des photos, elles ne sont pas toutes forcément libres de droit. Il y en a beaucoup qui sont notamment possédées par l'entreprise Shutterstock, qui appose un watermark pour éviter qu'on utilise des photos à leur encontre. Dans le monde de l'audiovisuel, Universal Music, par exemple, applique met des watermarkings sonores cachés dans les chansons pour pouvoir permettre d'authentifier le contenu et s'assurer que les droits leur appartiennent. Il y a d'autres techniques qui peuvent apparaître. Donc, par exemple, pour les images, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les watermarkings invisibles, donc essayer de cacher dans les pixels avec des faibles valeurs de pixels, justement des tampons qui permettent d'attester de l'authenticité, encore une fois, d'un contenu. Et il y a des méthodes un petit peu plus élaborées, qui, par exemple, peuvent utiliser la blockchain pour pouvoir certifier dans un processus de génération de contenu à nouveau l'authenticité du créateur et de ce qu'il vient de faire. Dernier bloc qui permet de détecter donc des faux, c'est d'utiliser les algorithmes et donc d'essayer de créer des algorithmes qui prédisent des faux en fonction, après avoir vu déjà de nombreux exemples. Aujourd'hui, par exemple, vient de se finir une compétition de l'entreprise Kaggle qui fait des compétitions dans le monde entier pour les data scientists du monde entier pour essayer de créer un algorithme pour détecter ces faux. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'il se forme un cercle vicieux de plus on avance dans les algorithmes de détection, plus on avance dans des algorithmes qui seront capables de générer du contenu plus élaboré pour fausser ces algorithmes de détection. Donc c'est pas forcément toujours évident, donc c'est vraiment une course de tout instant pour pouvoir se combattre contre ce faux contenu. En attendant d'avoir tout qui est automatisé, c'est important, comme on le disait au début, le premier point, d'être éduqué à la limite de ces algorithmes et savoir le détecter par soi-même déjà pour en avoir un peu conscience. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice où Émilie vous a parlé tout à l'heure d'un site thispersondoesn'texist.com qui en fait propose deux images, une image d'une personne inventée et générée par un GAN et une image d'une personne réelle, une vraie photo. Alors ce que je vais vous proposer dans le chat en disant que 1 c'est à gauche et 2 c'est à droite, c'est d'essayer de trouver laquelle photo est générée. Alors je vous laisse 5 secondes pour regarder un petit peu et pour essayer pour le voter dans le chat avec 1 ou 2, laquelle vous pensez qui est fausse. Et la 1 qui est fausse, donc on le voit pour plusieurs effets, donc la 2 est réaliste. On voit par exemple qu'il y a quelque chose de bizarre sur le chapeau. On voit le sourcil qui n'est pas symétrique. D'ailleurs, la moustache n'est pas symétrique non plus. Sous l'oreille, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre de la photo qui a été mal générée. Et par opposition, de l'autre côté, en fait, les cheveux, c'est quelque chose qui est vraiment très complexe à générer. Et on a pour le coup une forte précision dans cette chevelure impressionnante qui reste difficile à générer pour un algorithme aujourd'hui. On va faire un deuxième exercice, on va vous en faire 2-3 et après on vous montrera un peu un résumé sur un petit peu les techniques. Alors là, pareil, même question. Et c'est la deuxième photo qui est générée, qui est fausse. Celle-là est déjà un petit peu plus dure. On se rend compte qu'il y a aussi des irrégularités dans les sourcils. Il y a le fond qui est un peu étrange. On voit qu'il n'y a pas forcément de cohérence dans ce qui se passe. Et de l'autre côté, l'image 1, il y a des choses qui sont pas si faciles à rajouter pour un algorithme. C'est typiquement les chapeaux, comme ça. C'est le contexte qui n'est pas juste évident. Et là, on comprend, nous, en tant qu'humains, que c'est le contexte d'une personne qui est aux États-Unis, probablement, qui vient d'avoir un diplôme. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à générer pour un algorithme. Troisième exemple. Même question, 1 ou 2. Je vous laisse 5 secondes. Super. C'est évidemment la photo 1 qui est fausse. Là, on voit à nouveau des artefacts un peu étranges dans les cheveux. On voit que les dents sont assez bizarres, sont pas très symétriques. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est assez clair, c'est le fond. À nouveau, il y a un contexte et c'est très difficile pour une image d'imaginer, comme je le disais, tout un contexte. Et là, on voit qu'il y a une photo derrière lui, un tableau avec une photo. Donc c'est difficile pour un algorithme d'imaginer, en fait, régénérer deux choses, un premier visage et un fond par derrière. En tout cas, si on ne l'a pas dit explicitement.
Voilà, si tu veux peut-être passer la suivante, voilà, on va faire celle-ci, qui je pense est intéressante parce que là, jusque-là, je pense que c'était facile. Tout le monde a à peu près trouvé, avec quelques exceptions. Ce qui est intéressant, c'est que quand on le sait pas forcément et quand on ne dit pas il y a 2 photos, tout de suite ça devient un peu plus dur. Par exemple, là, si je vous dis pas combien il y en a qui sont fausses et que je vous demande de voter lesquelles sont fausses parmi vous, pour vous, euh, c'est déjà un petit peu plus dur. Alors je vous laisse à nouveau 5 secondes pour essayer de vous rendre compte lesquelles sont potentiellement fausses. Donc là, il n'y en a que 2 qui sont fausses et toutes les autres sont vraies. Pour ce qui montre bien que déjà, quand la complexité apparaît et qu'on n'est pas prévenu, on peut très facilement être trompé par ces algorithmes-là. Donc là, je vois dans le chat qu'au final, très peu de personnes ont trouvé la bonne réponse. Donc ça montre bien que c'est déjà plus difficile. Donc comment s'en rendre compte? Donc déjà, donc je dis la première chose, c'est déjà d'en être conscient. Et ensuite, il y a quand même des techniques. Donc quelques informations qui sont valables aujourd'hui sur ce qui est dit pour un algorithme, c'est en fait tout ce qui va avoir attrait. Aujourd'hui, les algorithmes n'ont pas du common sense, du bon sens pour essayer en fait, d'associer très simplement des choses qui pour nous sont évidentes. Donc typiquement, tout ce qui va avoir lieu d'une entité à part entière, c'est-à-dire les dents, les cheveux, etc., l'algorithme donc ne sait pas qu'il y a des règles à respecter, des règles de symétrie par exemple, des règles de couleur, de matériaux. Donc on peut très facilement voir des incohérences de ces points-là. Donc qu'est-ce qu'on peut voir par exemple? Alors il y a souvent des défauts. Les algorithmes sont pas encore parfaits et on peut voir très facilement des défauts qui peuvent nous faire douter. Typiquement ce qu'on va appeler des splotches ou alors donc des petites taches ou alors le fond qui est un petit peu étrange. C'est souvent des bonnes indications. Puis il y a toutes les questions de symétrie qu'on va retrouver dans les lunettes, dans les dents, dans les cheveux, dans les moustaches, qui vont très facilement nous permettre de se rendre compte qu'il y a quelque chose d'étrange et ça peut nous permettre de détecter un faux assez facilement. En tout cas, quand on s'y attache avec du détail. Par opposition, il y a aussi des techniques pour se dire c'est forcément un vrai, en tout cas aujourd'hui. La première réponse, c'est comme je le disais, c'est une symétrie parfaite. Quand on n'a pas tous des visages symétriques, bien entendu, mais il y a quand même beaucoup de symétrie dans le monde, et ça, les algorithmes n'ont pas la conscience sur ce point-là. Le deuxième point, c'est tout ce qui est complexité. Comme je dis, quand on a une scène qui est contextuelle, ou là, dans le cas comme on voit aujourd'hui, une personne dans un groupe, peut-être un anniversaire, un mariage, ça c'est quelque chose qui est pas facile du tout à générer pour un algorithme parce qu'il faut pouvoir imaginer une histoire qui va avec, et ça les algorithmes ne savent pas le faire aujourd'hui. Donc plus c'est complexe, plus on a une chance d'avoir quelque chose qui n'est pas généré par un algorithme. De la même manière, comme pour la photo qui était dans l'arrière-plan tout à l'heure, quand on va avoir du texte, en fait, pour un algorithme qui n'a vu que des images, ça va être très difficile pour lui de générer du texte dans l'image qui reste cohérent. Donc peut-être qu'il va être capable de générer des bouts de texte, mais ce sera probablement des lettres et des mots qui ne veulent rien dire, ou en tout cas qui ne seront pas du tout en rapport avec le contexte. Donc ça c'est intéressant aussi, ça peut toujours être une méthodologie pour en avoir conscience et trouver des faux visuellement. Donc ça vous donne quelques petites pistes. Comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est que ça c'est amené à changer quand les algorithmes évoluent. Et donc il y a toujours des techniques comme ça qui permettent de s'en rendre compte. Ouais, merci beaucoup Théo. Alors j'espère que c'était intéressant pour vous, que vous avez beaucoup de questions. En vous laissant réfléchir à vos questions, je souhaitais conclure en insistant sur le fait que les GAN peuvent se trouver partout et que c'est pour ça que pour nous, il nous paraît essentiel d'en parler, d'éduquer la population et aussi de mettre beaucoup d'efforts dans la détection du faux. Donc plus de certification de contenu, pour instaurer la confiance avec les utilisateurs sur le web. Mais aussi, on pense qu'il faut investir plus dans les domaines pour trouver des applications positives pour les GAN. Donc, on commence à en voir. Comme je vous ai dit, il y en a dans le domaine médical. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui pourront arriver à l'avenir.
Voilà, merci pour votre attention et maintenant, il nous reste quelques minutes pour répondre aux éventuelles questions. Alors, je ne sais pas si vous en avez. Moi, j'en avais une sur est-ce qu'il faut des grosses machines est-ce qu'il faut des grosses machines pour pouvoir implanter un GAN? Je pense que je vais laisser Nicolas ou Théo répondre. Pour que vous ayez une idée, les GAN, c'est quand même des choses qui sont très difficiles à implémenter, en tout cas historiquement. Ça nécessite donc effectivement des ordinateurs avec ce qu'on appelle des GPU. GPU, c'est les cartes graphiques des ordinateurs qui permettent de paralléliser les calculs. Historiquement, ça n'a pas toujours été facile pour les entreprises et pour les individus de les utiliser parce que ça coûte cher et que c'est pas forcément facile à en trouver. Et donc, des GAN en particulier, qui sont des réseaux de neurones qui demandent beaucoup de puissance de calcul, sont aussi d'autant plus difficiles. Cependant, de plus en plus de nos jours, ça devient accessible grâce aux technologies cloud. Donc aujourd'hui, pour pas très cher, voire gratuit, en fait, on n'est plus obligé, comme le faisaient les chercheurs en intelligence artificielle il y a quelques années, d'investir dans des gros serveurs qu'on va faire tourner dans une salle de supercalculateurs. En fait, on peut tout simplement utiliser les supercalculateurs de Google, d'Amazon et compagnie. Et notamment, Google en particulier permet de le faire gratuitement pour tester sur plusieurs plateformes. C'est de plus en plus accessible et c'est aussi pour ça que ça peut être autant de plus en plus intéressant et de plus en plus dangereux parce que ça démocratise l'accès à ces technologies. Merci. Je crois que vous avez d'autres questions. Oui, dans le chat, c'est sur le niveau minimal de données nécessaire pour construire un modèle permettant de créer de nouvelles données de qualité. J'imagine que probablement la quantité d'images sur la qualité. Complètement, ouais. Je pense là, Nicolas, tu peux prendre celle-ci. Oui, alors ça va dépendre ça dépend du problème. En ce qui concerne les images et de la génération d'images, il faut quand même un nombre d'images réelles, une base de données qui soit suffisamment importante. On pourra pas faire un GAN avec 10 images, on pourra pas faire un GAN avec 1000 images. Il faudra très certainement plusieurs centaines de milliers d'images ou voire des millions d'images. Donc c'est quand même en termes de computer vision, ça demande toujours une grosse capacité déjà de calcul. Et ça demande quand même une base de données qui soit assez importante. Merci Nicolas. Peut-être une dernière question, donc on va atteindre 19h. C'est de Emmanuel sur est-ce que c'est beaucoup utilisé dans la notion d'authentification de type KYC? Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ou pour la sécurité. Tu veux que je te donne une petite réponse, Émilie? Oui, vas-y. C'est une très bonne question. KYC, c'est Know Your Customer et c'est typiquement, à mon avis, très intéressant dans l'assurance. Comprendre est-ce que les gens en fait sont réels et est-ce que les informations qu'on a sur eux sont réelles aussi. Donc j'ai pas à ma connaissance d'idées sur des entreprises qui commencent à l'utiliser justement pour le KYC, mais par contre, comme le disait Mini plusieurs fois, c'est déjà beaucoup utilisé pour générer des faux. Et donc ce qu'on peut imaginer maintenant qu'on peut générer des images, du texte, c'est de générer en fait toute une identité soit d'un individu, soit d'une société, par exemple, qu'on pourrait imaginer dans l'assurance B2B, et de façon assez facile et automatique. Générer une description, générer en fait tout ce qui pourrait aller autour pour créer des fausses identités et donc permettre des fraudes à l'assurance. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est quand même critique de s'y intéresser, et potentiellement, du coup, ça veut aussi dire qu'il y a des opportunités pour créer des solutions de KYC qui détecte aussi si jamais il y a des faux contenus qui apparaissent. Complètement, oui. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, écoutez, il nous reste à vous remercier vivement.
C'était extrêmement intéressant. On voit aussi que ça évolue très vite, donc peut-être que ce qui est possible de détecter comme faux sur les visages, ça sera plus difficile après, parce que peut-être qu'ils vont apprendre à créer également des faux et à traiter à la fois le sujet principal et le fond d'écran. Donc ils vont tellement vite, on s'attend à tout. Merci infiniment, c'est très très intéressant et je pense qu'il y a plein d'acteurs qui vont prendre contact avec vous pour aller plus loin. Bonne soirée à tous. Merci. N'hésitez pas, on était ravis aussi d'être là. Donc merci Florence pour l'organisation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas effectivement à nous contacter. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.